à tous, ici Colline Rohard et bienvenue dans ce 3e épisode du Cœur dans les épinards, le podcast par Basile où nous parlons de générosité. Je discute avec des héros du quotidien qui s'engagent pour les autres afin de vous donner de l'inspiration et leur retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Christelle Guyon, qui est responsable des partenariats chez Coco Velten. Alors, Coco Velten, c'est un lieu atypique situé à Marseille. C'est la première fois que l'État a mis à disposition un bâtiment abandonné à une asso pour qu'une expérimentation sociale puisse se faire. C'est devenu un lieu de cuisine solidaire, d'hébergement social, de création avec plein d'artistes en résidence, de programmation culturelle aussi, puisqu'ils organisent des événements ouverts au public. En bref, c'est un lieu qui transpire la générosité, et on adore ça chez Basile, et qui s'adapte aux besoins du quartier, notamment aux conséquences de la crise sanitaire. Si vous voulez rejoindre une asso, si vous voulez ouvrir une cantine solidaire, si vous vous intéressez à l'économie sociale et solidaire également, cet épisode est fait pour vous. Avec Christelle, on a parlé de son parcours, de la création de Coco Velten, après le succès des Grands Voisins à Paris, comment la crise sanitaire les a poussés à transformer le lieu en cantine solidaire qui livre des repas aux plus démunis. Quel est le quotidien de Christelle ? Qu'est-ce que ça lui apporte de s'engager ? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre aussi, puisqu'elle peut voir des choses pas faciles au quotidien. Et bonne nouvelle, depuis l'enregistrement de ce podcast, les membres de Coco Velten se sont mobilisés et ont obtenu une prolongation d'1 an par la préfecture de Marseille. Et on leur souhaite une pérennisation par la suite. Vous pouvez suivre l'aventure Coco Velten sur Instagram et sur leur site cocovelten.org. Et surtout, n'hésitez pas à aller découvrir le lieu qui est ouvert à tous à Marseille. Place à notre conversation avec, à la fin de l'épisode, les conseils et les erreurs à éviter de Christelle. Bonne écoute. Du coup, j'ai regardé un petit peu ton parcours, ce que tu avais fait. Ah ouais. C'est ça, j'ai totalement stalké ton LinkedIn et des articles et des interviews. Je suis à jour. C'est ça. Et je voulais savoir comment s'était passée ton enfance, où tu étais née et pourquoi après tu avais décidé de partir au Liban et voilà un peu qu'est-ce qui s'était passé dans ta vie pour que tu arrives. Alors du coup, je suis née dans les Alpes, je suis franco-suisse. Donc j'ai vécu au bord du lac Léman, donc c'est plutôt un cadre de vie assez sympa. L'été tu vas te baigner, tu fais un peu de voile sur les petits bateaux, les optimistes, et l'hiver tu peux aller faire la neige, skier, c'est plutôt cool. Donc une enfance assez heureuse. Que dire d'autre ? Je suis plutôt hyperactive comme fille. Enfin, j'ai pas été diagnostiquée hyperactive, mais oui, j'arrive pas à m'ennuyer. On en parlera après, mais tu fais pas mal de choses. C'est ça. Et je suis partie à Lyon du coup pour les études, donc à Sciences Po, où là j'ai tout de suite commencé une spécialisation sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Parce que je trouvais que j'y connaissais rien à cette région et qu'on en parlait beaucoup dans les médias. C'est au début où on parlait terrorisme islamiste et ça m'interrogeait pas mal en fait d'essayer de mieux comprendre le contexte de cette région et je me suis un peu passionnée. En fait, j'ai fait ma 3e année de Sciences Po à Beyrouth. D'accord, donc c'est là que t'es partie. À la base, je devais partir à Damas, mais du coup, il y a eu le début de la révolution et de la guerre civile syrienne. Du coup, je suis partie à Beyrouth et coup de cœur énorme pour ce pays. Et en fait, j'ai trouvé le moyen d'y retourner, d'y travailler pendant 5 ans au sein d'une ONG libanaise qui s'appelait Arc-en-Ciel, qui est une ONG qui a été créée pendant la guerre civile libanaise, qui a commencé tout petit et maintenant c'est une des plus grosses ONG du Liban et qui a un modèle assez intéressant à la fois d'entrepreneuriat social, c'est-à-dire une ONG mais qui a réussi à avoir un peu d'autofinancement pour ne pas dépendre que des subventions, notamment internationales, et qui a un modèle d'insertion, c'est-à-dire que plus de 50% du staff sont des personnes en insertion. Donc soit handicap psychique, physique, émotionnel, sortant de prison. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on ne savait pas qui avait quoi. Tu n'étais pas du tout catégorisé comme étant, on faisait partie de la grande famille Arc-en-Ciel. Et du coup, ça change complètement ta façon de travailler. J'ai jamais entendu parler d'une entreprise d'insertion qui avait ce modèle-là. Ouais. C'est vachement intéressant. En fait, ils ont commencé tout petit avec les personnes qui avaient été blessées de guerre pour faire des aides techniques, notamment des fauteuils roulants, des béquilles, des chaussures. Et du coup, leur modèle, c'est les personnes qui ont besoin de fauteuils roulants qui vont les fabriquer parce qu'ils savent le plus à même de savoir ce qu'ils ont besoin. Et donc, ils ont commencé
comme ça. Et après, ça s'est vraiment étendu. Et il travaillait autant sur les déchets que sur les réfugiés syriens, que sur la jeunesse, la santé, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et donc moi, j'étais là sur aider aux relations avec les subventions partenaires, avec la France aussi, parce qu'ils ont... Donc c'est une ONG du Sud qui a créé une filiale en France et aux États-Unis. C'est intéressant. Et du coup, un peu de temps au Liban. Et en fait, le contexte la France commençait à me manquer, mes amis, ma famille. Et donc, je me suis dit que Marseille, c'était un bon pied-à-terre pour revenir en France. Et en fait, j'ai eu le job à Coco Velten. D'accord, donc t'as enchaîné. Ouais. En gros, on est 2 coordinatrices. Et donc, moi, je suis plutôt sur la relation financeur, subvention, partenaire. Et donc, je suis arrivée en février 2019, sachant que les travaux avaient déjà commencé depuis septembre 2018 et que le projet avait commencé à émerger début 2018. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de Coco Velten? Déjà, je me demandais le nom, d'où il vient. Enfin, Velten, c'est le nom d'un endroit ici, non? Ouais, c'est l'îlot Velten. D'accord. On avait besoin de le nommer géographiquement. Donc là, on parle de l'îlot Velten. Parce qu'avant, dans ce bâtiment, il y avait les brasseries de Georges Velten. On produisait de la bière ici. Ah, trop bien. Maintenant, vous faites de la bière solidaire. On vend la bière. On vend la bière solidaire. Et donc, Coco, il y a eu des grands débats sur le nom, mais Coco, c'est parce que c'est un mot qui est un peu familier, fait référence à pas mal de choses. Et en fait, toutes les personnes qui vivent, travaillent, utilisent le site, on les appelle les cocos. Des cocos, d'accord. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que fait Coco Velten? Ouais, alors du coup, l'objectif c'est de montrer comment on peut utiliser des espaces vacants pour faire de l'hébergement d'urgence. Sachant qu'il n'y a pas que de l'hébergement d'urgence, mais il y a des passerelles qui ont été créées avec des personnes du coup, qui travaillent ici, et de la programmation et des espaces ouverts au public. Et en fait, Coco Velten, c'est le petit frère d'un grand projet qui a existé à Paris, qui s'appelait Les Grands Voisins. Qui était donc co-géré à Paris Week-end, Plateau Urbain et la Fondation Aurore sur la résidence sociale. Et c'était vraiment un énorme truc. Enfin, il y avait 4 hectares, plus de 600 résidents au tout début de la première saison. Je crois qu'il y avait 150 ou 200 bureaux. Enfin, c'était vraiment... et il y avait 2 restaurants, c'était un gros truc. J'étais allée quelques fois, c'était pas mal l'ambiance. Et du coup, Coco Velten, donc, comme je te disais tout à l'heure, la préfecture a mandaté un laboratoire d'innovation politique publique qui s'appelait le Lab Zéro pour essayer de penser des solutions innovantes pour mettre fin au sans-abrisme, sachant que les dernières études qui datent de 2015, je crois, on parle de 15 000 SDF à Marseille, mais donc c'est probablement beaucoup plus étant donné la crise qu'on fait face aujourd'hui. Et au départ, le préfet de région n'était pas du tout chaud de l'occupation de bâtiments vacants de l'État. Et c'est quand il est allé voir le projet des Grands Voisins à Paris qu'il a dit « Ok, on tente, je veux les mêmes acteurs, on tente l'expérimentation à Marseille et on voit ce que ça donne. » Donc c'est la première fois que l'État file un bâtiment, donc c'est une mise à dispo, à une asso, sachant que d'habitude c'est souvent une collectivité locale, ou la paroisse, ou un hôpital public, mais ça n'a jamais été l'État. Et donc il y a eu plusieurs dérogations au cadre réglementaire pour que l'expérimentation puisse se faire. Et donc ça a été acté 3 ans parce qu'à la base, ce bâtiment a été mis en vente auprès de la ville. Et donc il y avait un contentieux sur le prix du bâtiment. Et 3 ans, c'était à peu près le temps que le contentieux se règle. Et donc on a 3 acteurs qui copilotent le projet. Donc Yes We Camp, on est celui qui porte la convention, donc qui portons les risques sur technique, sécurité et même financier sur le budget. Et on gère du coup l'ouverture publique avec la cantine au rez-de-chaussée, etc. et les passerelles entre les différents piliers du projet. Ensuite, on a le pilier social, donc il y a le groupe SOS Solidarité qui coordonne la résidence hôtelière à vocation sociale. Donc c'est 80 places d'hébergement. Donc c'est sans-abri, des réfugiés aussi? Alors il y a des mixités de profils. On a principalement des familles. Sur les 80 résidents, il y a une trentaine d'enfants. Mais ça, au début, c'était 5 typologies de profils. On avait des femmes victimes de violences avec ou enfants, des sortants de prison, des jeunes en parcours d'édiction, des familles roms issues des bidonvilles. C'était une mixité des profils. Et aujourd'hui, on tend plus vers un public famille. Parce que notamment mettre des sortants de prison avec des femmes victimes de violences, c'était un peu compliqué au début.
Et donc ça, c'était une des premières innovations de l'expérimentation. Et la deuxième, c'est que les personnes peuvent rester autant de temps qu'elles le souhaitent jusqu'à la fin de l'occupation. Mais normalement, ça devait être un tremplin vers du logement. Donc essayer d'aller ensuite vers de l'appartement en diffus, etc., etc. Ensuite, on a les 42 structures qui travaillent ici. Il y a beaucoup d'associations, mais il y a aussi des artisans, des artistes, des petits entrepreneurs. Et eux, donc, ils ont été principalement sélectionnés suite à un appel à candidature en octobre 2018, où les critères de sélection, c'était vouloir faire des choses avec la résidence sociale, même si on n'est pas des travailleurs sociaux. Type, j'ai un atelier de torréfaction de café et je veux montrer ma pratique. Vouloir faire aussi des choses avec le quartier, parce qu'on est un quartier prioritaire de la ville. Il y a une grosse dynamique associative dans le quartier et il ne faut vraiment pas que Coco Velten soit un entre-soi et au contraire que ça maille sur tout le territoire et que même si Coco Velten n'existe plus, l'esprit Coco Velten ou ce qui a été créé avec les partenariats puisse perdurer. Donc pas mal de choses qui sont faites avec les habitants du quartier. Et ensuite, le troisième critère, c'était le fait d'avoir besoin de locaux pas chers. Donc, on est à 10 € du mètre carré par mois. Et il y a une diversité des métiers aussi dans les étages pour que en fait, les personnes se rencontrent, alors qu'en dehors de Coco, elles ne seraient pas forcément habilitées à se rencontrer. Donc ça, c'est le plateau urbain qui est le deuxième partenaire qui permet d'animer cette communauté d'ateliers bureaux et que ce ne soit pas seulement des consommateurs du bureau, mais qui s'investissent dans la vie collective du site. Et donc voilà, les trois acteurs, Yesuicamp, Plateau Urbain et Groupe SOS. Et donc il y a une grosse dynamique ouverture publique, donc avec la programmation, qui est principalement, on essaie de pas mal la co-construire, de répondre, on a pas mal de sollicitations et d'essayer de répondre oui à chacune des sollicitations. Et en fait, le fil rouge de la prog, donc le mercredi, on fait des repas prix libres. On file les clés de notre cuisine atelier à un résident, un habitant, une asso qui veut cuisiner un repas, pour proposer un repas prix libre. Le jeudi, souvent, c'est des conférences, des projections, des débats sur des sujets engagés par des assos militantes. Le vendredi, c'est festif, avec des concerts, des DJ sets. Samedi, c'est plutôt orienté jeune public, avec les ateliers pour les enfants, la végétalisation avec le quartier, des bals, des marchés, ça varie. Il y a des brunchs aussi. Et le soir, il y a souvent des spectacles. Et après, on a tout un soutien à la création artistique parce qu'on on ouvre et on met à disposition nos espaces et même on a des petits budgets pour des artistes en résidence qui créent du coup des œuvres dans Coco Velten et qui y a des vernissages, etc. Super, comme le fanion qu'on a vu en bas. On a vu dans la cantine, tout à fait, avec Clara Dirani. Qui vient du Liban, du coup. Qui est libanaise, qui a grandi en France. En France. Voilà. Et donc on a des gros temps forts de programmation, notamment là les prochains, c'est en septembre, on a un festival de quartier qui s'appelait avant les Belles Inciades et qui a été renommé dans la passation de coordination. Maintenant c'est les Babelles Inciades. On a une édition en juin avec une trentaine d'associations du quartier et une deuxième édition là pendant les Journées du patrimoine le 17 et 18 septembre prochain. Voilà. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on arrive à voir comment les habitants se réapproprient des espaces publics, notamment la place Louis Michel, là, le Puget, le parc de la Porte d'Aix, l'île Velten. Ah ouais, super fou. On ira voir ça. Voilà. Je me demandais, en interviewant aussi les autres invités avant toi, j'ai l'impression que le Covid a eu un impact énorme et a même des fois changé les actions des assos ou des sociétés à qui je vais parler. Et là, quand je regardais Coco Velten, j'ai lu que, en gros, la cantine était... Il y avait déjà des repas suspendus, un côté accessible, mais c'était pas non plus à vocation de nourrir tout un quartier. Et j'ai vu que vous avez cuisiné pendant la crise, en lien avec un resto. En gros, du coup, il y a eu le confinement 13 mars. On était tous choqués. Enfin, franchement, ouais, comment toi, tu as vécu vraiment choqués, quoi, de la fermeture soudaine. Et même, moi, j'étais comme dans un lion en cage dans mon appart, quoi. Enfin, c'était pas possible. Et donc, il y avait tout Coco. Là, on a tout fermé. On a demandé au bureau de partir pour pas mettre en danger les résidents parce que, on savait pas du tout ce qui se passait avec ce virus et il fallait vraiment faire attention pour que les résidents soient pas touchés parce que c'est déjà des publics vulnérables. Si en plus, enfin bref. Et du coup, la cantine a fermé et puis là, on a vu un peu les initiatives, notamment Noga qui produisait près de 1200 repas par jour à l'époque et qui avait besoin d'aide et qui était un des seuls à produire parce que il y avait pas mal de structures qui se sont arrêtées soudainement et qui n'avaient plus de bénévoles.
Et nous, on a dit à la préfecture, si vous voulez, on a notre espace qu'on peut mettre à dispo, la cantine là, avec une cuisine pro, pas de problème. Et en fait, on s'est retrouvés, nous, aux manettes. Et donc là, on produisait près de 400 repas par jour, tous les jours, avec d'autres assos, notamment la Cantina qui travaille sur le gaspillage alimentaire. Et nos gars qui nous ont aidés, en fait, on s'y connaissait pas du tout. Ah, vous avez vraiment mis les mains dans le... Ah non, mais vous ils êtes nous ont complètement aidés à montrer les process, désinfection, comment tu deals avec la banque alimentaire, etc., etc. Et après, la distribution, ça se faisait avec Sarah Logisol et le SAMU Social dans les hôtels pour les personnes sans domicile fixe. Et donc ça, on a fait ça de début avril, c'était le jour de mon anniversaire, c'est le 5 avril, jusqu'au début juin, pendant donc tous les jours. Et là, on a produit près de 22 000 repas. Et aujourd'hui, c'est Maraude Virage d'épée. C'est la maraude des supporters de l'OM qui distribue nos repas. D'accord. Je savais même pas que... Et ça vient de Maraude, ouais. Avant, on travaillait aussi avec la maraude sans nom. Et donc ça, c'est le modèle aujourd'hui de la cantine. Et au deuxième confinement, on a aussi fait des colis alimentaires là, du coup, pour les familles. Parce ça nous a mis en réseau avec pas mal de structures qui travaillaient sur l'aide alimentaire, auxquelles on ne travaillait pas du tout avant. Et notamment un réseau qui s'appelle Appel Voisins, dans le 1er arrondissement, et qui a un réseau de solidarité avec les habitants et les assos de proximité du quartier sur du coup, des actions de solidarité. Et on s'est rendu compte que les colis alimentaires, c'était un gros besoin pour des familles qui n'étaient pas forcément habilitées à recevoir de l'aide alimentaire, mais du fait de ne pas avoir bénéficié du chômage partiel, de la fermeture des écoles et donc fermeture des cantines, donc plus de dépenses pour les ménages. Il y avait pas mal de familles du quartier qui se retrouvaient en difficulté. Et donc là, on a réussi à monter une action pour avoir 3 distributions de près de 650 colis à chaque fois. C'était une grosse logistique. Et ça, on a fait ça de début novembre jusqu'à début janvier, tout en continuant, du coup, vu que la quantité était de nouveau fermée, reprendre une grosse production de paniers repas par jour. Donc ça, c'était assez sport. Ouais. Mais c'était une grosse action qui nous a mis pas mal en réseau et on s'est senti vraiment utile, quoi. Ça enchaîne un peu avec ma question d'après. C'est qu'est-ce que ça apporte dans ta vie à toi ? Travailler comme ça, on peut dire que c'est dans la solidarité ou dans le sociétal en tout cas. Qu'est-ce que ça t'apporte et pourquoi ? Qu'est-ce qui te motive au quotidien pour faire ça ? On s'est retrouvés à faire de l'aide alimentaire parce que c'était le besoin qui avait été identifié, mais en vérité, il faudrait réussir à pouvoir créer des passerelles pour que toutes les personnes puissent, si elles le souhaitent, travailler, dormir, avoir un logement, un toit sur la tête, etc., etc. Et pourquoi je le fais moi ? Je sais pas, je me suis retrouvée là-dedans, ça m'a plu et t'as jamais arrêté. Et jamais arrêté. Mais c'est bien, je trouve ça intéressant de décloisonner les pratiques en fait. C'est ce qu'on fait à Coco, c'est que que les travailleurs sociaux, que le fait que tu as un centre d'hébergement dans un lieu comme celui-ci, il y a plein de passerelles pour les résidents et ils sollicitent pas forcément que leurs travailleurs sociaux pour pouvoir essayer d'avancer, mais qu'au contraire ils puissent nouer des relations avec d'autres personnes et créer d'autres passerelles et réussir à trouver d'autres portes de sortie. Et je trouve ça intéressant. Et même pour les gens qui ne font pas forcément du travail social, mais se retrouver confrontés à ça, ça permet d'ouvrir leur regard, en fait. Oui, ils arrêter de grandir chacun aussi. Être dans son petit précaré. Non, mais moi, je fais que de la culture et pas autre chose. Mais en fait, non. Ouais, tout le monde échange et s'enrichit aussi de toutes les activités que vous faites. C'est ça. Et les résidents ne sont pas enfermés dans leur chambre sans sortir et sans voir. Aujourd'hui, un vrai lieu de mixité sociale où tu as vraiment tous les profils différents, à part dans le métro et à la gare, à la rigueur, mais encore, ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai que ça manque. Et puis surtout à Marseille, où tu as quand même des énormes inégalités sociales et que en fait, la pauvreté, elle est là sous tes yeux, en plein centre-ville. Je pense que c'est une des seules villes. Et Belzun, c'est en plus un des quartiers pauvres de Marseille et même, je pense, de France. Il y a des grosses problématiques où tu sens que l'action publique, c'est un peu désengagé. Et du coup, quand je suis revenue du Liban, ça m'a choquée de revoir des personnes qui dorment dans la rue. Et je trouvais que les réfugiés syriens au Liban étaient quand même mieux traités que les sans domicile fixe en France. Tu voyais moins de personnes dans la rue En fait, ils sont dans des camps informels, etc. Et on sait qu'il y a une réponse des ONG. Et donc, du coup, tu les sens... c'est moins banalisé qu'une personne que tu vois dormir dans la rue. Et que tu passes devant tous les jours et tu n'y a rien qui se passe.
Enfin, ça m'a vraiment choquée quand je suis rentrée de France. J'avais oublié, en fait. Et oui, je trouve qu'au Liban, en fait, il n'y a pas d'État. Et donc, c'est les assos qui répondent et qui font du service public. C'est aussi pour ça que je suis partie du Liban, c'est que je me suis rendu compte que si je voulais vraiment que le système change, nous, les assos, en fait, on permettait de colmater la brèche. Tu vois, c'est comme si tu mettais des pansements sur un barrage qui est en fait sur le point de s'effondrer. Et des fois, il vaut mieux que le barrage s'effondre pour que le système change. Et en fait, je suis partie en février et la révolution a commencé en octobre 2019 au Liban. Et ça, je trouvais ça vraiment dingue. Bon, aujourd'hui, ils sont vraiment... Enfin, c'est vraiment un contexte de merde, mais au moins, il y a eu des manifs, etc. et des gens qui sont sortis de la rue sans partis politiques. Enfin, les partis politiques s'y attendaient pas du tout. Et je trouve qu'à Marseille, il y a une déresponsabilisation de l'État. Et en fait, il y a une banalisation de la violence, de la précarité, même de la folie. Moi, je trouve qu'il y a des personnes qui ont complètement décompensé à cause de la crise, du confinement, etc. Et il n'y a pas de vraie réponse. Ouais. On sait pas... Et du coup, à Coco, vous voyez... moi, vous avez senti l'avant cette... et après, avant et Covid, après. Ouais. Vraiment. Et du coup, on se forme à savoir comment mieux accueillir ces personnes-là et essayer de trouver des moyens de répondre à leurs besoins. Enfin, tu vois, quand on a une personne qui est en crise psychologique dans la cantine et qu'on n'arrive pas à gérer, avant, on n'avait pas du tout le réflexe, mais d'appeler le SAMU et que les pompiers viennent et permettre une prise en charge de cette personne et tout. C'est une sacrée situation. Ouais. Oui, si t'es pas préparé, quand il y a une personne en crise en face de toi et que tu sens qu'elle a besoin d'aide, mais tu sais pas du tout comment gérer, on s'est formé, quoi. Grâce aussi à Mars, qui est une structure qui travaille ici et qui font des... donc c'est relié à la PHM et qui font des maraudes pour les personnes qui sont en situation de handicap psychique, émotionnel, psychologique. Et moi, ce qui me fait un peu peur aujourd'hui, déjà, je vais être un peu pessimiste, mais là, on est en train de voter le pass sanitaire. Alors, je suis pro-vaccin, mais je suis anti façon dont le gouvernement gère la situation aujourd'hui. Enfin, je comprends que dans la 4e vague, on est en flip, personne n'a envie d'être confiné, mais je trouve qu'il y a une infantilisation des citoyens, il n'y a pas de réelle médiation sur... ok, on est tous dans le même bateau, pourquoi on y va, quoi ? Comment on fait face à la crise ? Et là, c'est vraiment, on sort le bâton et vous n'avez pas le choix, quoi. Ouais. Et t'as peut-être des laissés pour compte que toi, tu vas ensuite voir. Comment des personnes sans domicile fixe vont sortir le pass sanitaire sur leur smartphone avec leur QR code. Ça peut être compliqué. Et nous, ça pose la question. On veut être un lieu inclusif et tout. On fait comment pour les personnes qui... c'est des questions... Et vous allez faire comment ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Combien de temps ça te prend de t'engager comme ça ? De toute façon, c'est ton métier. Est-ce que c'est un sacrifice financier ou personnel ? Est-ce que, tu vois, pour des personnes, par exemple, qui écoutent et qui veulent bosser dans une structure comme Coco ou dans des assos, est-ce que financièrement ou peut-être aussi dans ta vie perso, tu dois peut-être amener justement de la pression, des problèmes tu touches des sujets difficiles, tu vis des situations peut-être un peu difficiles. Est-ce que c'est un sacrifice aussi ? Alors, je dirais pas que c'est un sacrifice, mais effectivement, ça peut être le Coco Vortex, on l'appelle, ou le festival permanent. Il y a un nom. Mais il faut réussir à se protéger aussi, à savoir, ok, là, je peux plus donner, il faut que je prenne des vacances, que j'aille voir mes amis, que je sorte du Coco Vortex. Parce qu'effectivement, si toi, t'es pas en capacité, si t'es pas bien dans tes baskets, tu vas pas du tout réussir à accueillir comme il faudrait. Et donc, il faut d'abord penser au bien-être des équipes, de soi, avant de penser au bien-être des autres, parce que sinon, t'es pas du tout en mesure de répondre à ça. Toute la misère du monde qui peut... Toi, toute seule, des fois, tu dois te sentir un peu... C'est sans fin, quoi. On est une grosse équipe, quand même. Tu vois, qu'on soit... Donc là, on est 10, entre 10 et 12 avec les quelques services civiques et stagiaires, mais plus Goûter SOS, ils sont aussi 13, puis Plateau Urbain, ils sont 2, puis toutes les structures qui sont là. Enfin, il y a quand même un esprit de famille collective, que quand il y a besoin d'aide, on s'entraide, etc. Dans ta fiche de poste, tu vois, on est tous 4 heures par semaine derrière le bar pour faire de la médiation, parce que la cantine, en fait, c'est le cœur même du projet. C'est là où tout se mélange. Et donc oui, il faut faire attention à effectivement pas tomber dans le Coco Vortex. Et en termes de sacrifice, on est au SMIC. Souvent, quand même, dans les milieux associatifs, c'est pas là où tu vas avoir des salaires
Mais mirobolant. on est au SMIC, mais on se soigne. On essaye d'augmenter les salaires. On a un pack campeur où on est à plein d'avantages en nature, pouvoir utiliser de trafic, avoir le 80-20, donc c'est une façon de... Tu travailles 80% sur ton projet associé, mais à Yesu Camp, il y a aussi d'autres projets, et donc tu peux partir, aller faire Cap Fada, par exemple, le festival culturel elle a lieu la semaine prochaine à Martigues, Ouais. voilà, donner la main à Foresta, et ça c'est quand même cool, parce que du coup ça te permet de sortir aussi de ton projet et de voir un peu d'autres contextes. On peut facilement prendre des congés et partir un peu longtemps et revenir et il n'y a pas de souci. Enfin, c'est du fait que c'est un métier qui peut être un peu pressurisant, mais au moins, tant que tu trouves le sens et la voie d'échappatoire si tu en as besoin, ça va. Ça te donne les clés pour t'épanouir Complètement. aussi. Ouais. On peut passer un peu aux Basile questions donc, je pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises dans ton quotidien qui t'aide? Du coup, il y a beaucoup d'infos et on doit communiquer de manière permanente. Donc on a Slack qui est permanent. Je sais pas si tu connais, c'est le Facebook Pro. Chez Basile aussi. Pour pouvoir s'échanger toutes les infos, les besoins d'aide, etc. Et après, on travaille sur Drive aussi pour tout, en fait. Enfin, tout est dématérialisé et on en partage. Ça permet de vraiment travailler de manière collective, ensemble, sur chaque outil et on s'échange tout, quoi. Est-ce que tu peux nous partager une ou plusieurs grandes difficultés que tu as rencontrées à Coco Velten? Du coup, quand tu es face à une personne qui est vraiment en difficulté et que tu sens que tu peux pas faire grand-chose, enfin que tu peux pas plus que ça l'aider, c'est réussir à se dire que tu peux pas sauver l'humanité en fait et que tu fais ton possible, tu donnes ce que tu peux, mais que tu réorientes vers des assos que tu penses pourront se rendre plus en même de répondre aux besoins de cette personne. Mais oui, ça a été difficile au début de se dire ok, on fait face à tout ça et quelle est ma place et comment je peux faire et comment je peux me protéger aussi émotionnellement de tout ça, quoi. Est-ce que tu as un livre ou un podcast ou un film que tu conseillerais, qui t'a beaucoup plu? Alors en podcast, moi j'écoute Les Baladeurs Mhm. pour changer de contexte complètement et vivre des aventures en pleine nature. Pour éviter le Coco Vortex. Pour quitter le Coco Vortex. Non, sinon en livre, j'aime pas mal ce que fait Alain Damasio. Je suis pas mal fan de science-fiction, Les Furtifs, La Horde du Contrevent. Je trouve ça assez intéressant ce qu'il écrit. Et il y a un livre aussi qui s'appelle, alors d'un auteur anonyme, mais je crois qu'il est suisse, qui est un livre des années 80 qui s'appelle Bolo Bolo et qui réfléchit un peu à une alternative de société. D'accord. Qui est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Coco Velten et les personnes qui écoutent? Alors, donc là, on est en négociation avec notre propriétaire, la préfecture de région, pour prolonger notre convention d'occupation qui termine normalement à la fin de l'année. En fait, à la base, du coup, la ville devait acheter le bâtiment et ils avaient le projet aussi d'en faire une école. Et en fait, il y a eu un changement de municipalité et le contentieux, donc le prix a été rendu en décembre. Et en février, la nouvelle municipalité a dit en fait, on n'a pas de projet, pas la priorité et pas les sous pour acheter le bâtiment. Et Coco Velten, tel que c'est, ça nous va très bien. Donc là, la préfecture se retrouve sans acheteur, sans projet futur pour le bâtiment. Et du coup, c'est là où nous, on s'insère, on dit coucou. Nous, on veut bien rester. On a envie d'aller plus loin et on sent que la mayonnaise commence à prendre et qu'il y a pas mal de choses, notamment sur l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. On a envie de monter une régie de quartier avec la mairie, un peu solidaire. On a envie de continuer à développer, du coup là, un réseau de cuisine solidaire dans le quartier. Il y a plein de choses Et puis la végétalisation aussi, il y a plein de choses qu'on a envie de faire. On espère qu'on aura une réponse au 15 septembre pour savoir si on reste ou si on doit démonter, reloger les personnes. Il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Et voilà, donc là, il y aura peut-être un temps fort de mobilisation presse et grand public en septembre si on n'a toujours pas de réponse. Et on viendra vous solliciter. Ok. Et où on peut te suivre Coco Velten? Coco Velten, c'est surtout sur Facebook, Instagram. On a un site aussi, Coco Velten. Et dernière question, comment vous mesurez à Coco Velten votre impact? Parce que vous faites plein d'actions, donc vous avez des
des personnes que vous aidez après à reloger, vous accueillez, vous faites plein de choses. Comment vous mesurez? Vous pouvez dire, ok, ça fait 3 ans et là, ça a marché, ça n'a pas marché. Du coup, dans ce travail de demande de prolongation, on a fait un gros travail de mesure d'impact. De mesurer nous-mêmes en interne l'impact. Donc, on a créé un beau bilan que je pourrais t'envoyer si tu veux. Ouais, avec plaisir. Qui retrace un peu tout ce qui s'est passé depuis le début de l'ouverture et comment on évalue l'expérimentation. Du fait que ce soit une expérimentation, on a aussi des cabinets d'évaluation externes qui sont venus évaluer Coco, donc un mandaté par la préfecture pour savoir à quel point c'était une expérimentation pour l'État et est-ce que c'était réplicable. Donc il s'appelle l'étude de force. Ensuite, on a Kimso qui est venu évaluer l'impact du projet en quartier prioritaire de la ville. Et ensuite, on a Convivencia qui est venu évaluer notre véritable taux d'inclusivité et de diversité des publics au sein de Coco Velten. Donc ça va être rendu en septembre. Et Kimso a été rendu là en juin. Le bilan, c'est ce qui explique le mieux, en tout cas pour un regard extérieur, qu'est-ce qui s'est passé. Tu disais, y a plein d'assauts ou de projets qui répondent très bien à des problèmes dans la réaction. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais là pour qu'on soit moins dans la réaction? Je trouve ce qui est intéressant, en tout cas ce que j'ai perçu avec le Covid, c'est qu'il y a eu une mise en coordination collective d'acteurs qui, auparavant, parlaient pas vraiment, se considéraient même peut-être en compétition sur les subventions notamment, ce qui est le plus gros fléau. À Marseille, les subventions ont quand même pas mal diminué. On rentre dans une logique d'appel à projet, donc de compétition, alors qu'auparavant, tu avais quand même des financements pluriannuels sur du fonctionnement, et là, ça tend à de moins en moins exister. Là, le Covid a eu le bénéfice de pouvoir créer plus de coordination et de confiance entre les personnes, parce que du coup, face à des besoins très urgents, très concrets, tout le monde se met ensemble. Tout le monde se met autour de la table et se dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Notamment sur les colis alimentaires, on s'est retrouvé à travailler avec le Théâtre de l'Œuvre, qui est un théâtre, la Marmite Joyeuse, qui est un restaurant, un peu cuisine solidaire, mais quand même un restaurant, à voix haute, qui font des cours de FLE, du coup le centre social, les écoles Parmentier, Corsec, qui étaient du coup confrontés directement aux parents qui n'avaient plus de ressources. Le Contact Club, qui est à la base une asso de jeunes pour faire du sport. Pas pour faire plein de colis alimentaires. Et oui, il y avait quand même l'antenne du premier arrondissement du Secours populaire, mais qui était là, bon les gars, moi j'ai pas assez de denrées, quoi, et beaucoup de demandes, donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'était vraiment intéressant parce qu'aucun de nous était un pro. Et on s'est retrouvés à avoir des tonnes et des tonnes de denrées logistiques. C'est parti, transpalette, tac, tac. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment des acteurs peuvent être complémentaires et ne pas se considérer en concurrents et avoir de la confiance. Et il faut du temps pour la confiance. Mais du coup, travailler ensemble sur des projets et réussir à dire aux financeurs, bon, arrêtez votre logique d'appel à projet, mais au contraire, voyez ce qu'on a fait et faites-nous confiance et on y va ensemble, quoi. Merci beaucoup, c'était super de discuter avec toi et super. On tiendra au courant. Merci beaucoup encore. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et vous a donné envie de continuer à suivre notre saison. Donc on va sortir un épisode du podcast chaque semaine. Quelques petites choses avant de vous dire au revoir pour aujourd'hui. Le meilleur moyen, si l'épisode vous a plu, de m'aider à le faire connaître et de me faire vos feedbacks, c'est simplement d'en parler autour de vous et de laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur l'application iTunes. C'est vraiment ça qui nous aide pour faire connaître le podcast et dans notre engagement solidaire avec Basile. Alors n'hésitez pas, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Ensuite, pour me poser des questions, pour suivre Basile ou pour me conseiller par exemple des prochains invités à interviewer sur le podcast, vous pouvez envoyer un message et nous suivre sur Instagram à Basile France, également sur LinkedIn, Facebook et YouTube, et m'envoyer un message à moi, c'est sur LinkedIn, Colline Roard-Perrier. Merci beaucoup d'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura inspiré pour lancer plein de projets et faire du bien autour de vous.